Thank you for inviting me to participate. It's really an honor. Spent 2 years at WHO in Geneva as part of my work at CDC in the Merci US, and de m'avoir really invité. J'étais à Genève dans le cadre de mon travail à CDC. J'ai beaucoup aimé l'opportunité donc de travailler. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Nous allons déjà commencer. Et s'il y a des questions, des commentaires, vous pouvez donc profiter de la boîte de dialogue pour le faire. Nous allons donc démarrer avec nos définitions que je pense que vous connaissez déjà, surtout au niveau du modèle socio-écologique. Ce qu'on peut faire au niveau communautaire, vous donner des exemples de notre travail avec des réfugiés. Et puis, ça sera suivi par un rapport de l'Université de Rochester et des exemples sur terrain. J'espère que vous allez comprendre le concept de la communauté. La communauté, ça fait partie d'un modèle qui est à la fois influencé par les individus, mais aussi les communautés, les facteurs externes, le modèle socio-écologique que vous allez voir prochainement. Nous allons parler des interventions communautaires et les stratégies possibles qui pourraient marcher. Donc, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris ce matin. Donc, vous engagez les membres de la communauté, vous créez, je vois beaucoup de domaines actuellement, pas seulement le travail du COVID. Donc, c'est ce qui débute donc le mot communauté, c'est O. Donc, c'est un niveau critique, c'est un terme critique au niveau de la communauté. Mais quand on pense au niveau communautaire, aller au-delà de l'individu, l'environnement, la politique, ce sont des facteurs qui influencent, qui affectent l'individu. Et puis, l'objectif. L'objectif, il y a 26 centres de recherche aux États-Unis et financés par le Centre de prévention et de contrôle des maladies qui existe depuis 30 ans et ils se focalisent sur les problèmes communautaires. Et puis, au début de la pandémie du COVID-19, il y a eu, donc on a donné à ces centres la capacité d'accroître l'utilisation des vaccins et y compris l'équité, le respect et tous les principes que vous avez déjà entendu ou parler. Et nous allons voir ça plus tard dans les études au cas. Alors ça, c'est quelque chose que je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà vu. Ça, c'est le modèle socio-écologique et que j'utilise dans mes cours pour faire comprendre aux gens. C'est pas seulement une question de connaissance de l'individu. Du niveau au plus bas, l'individuel. Donc, l'individu est influencé sur beaucoup de niveaux par rapport à leur
bon, les aspects interpersonnels et les personnes avec qui l'individu travaille. Nous avons aussi des organisations à l'étape suivante, le milieu de travail, les écoles, les institutions sociales, les départements sanitaires qui impactent l'individu et doivent être inclus dans les stratégies d'intervention. Et puis, il y a les individus et les relations interpersonnelles au niveau de la communauté. Et dans la communauté, il y a une dynamique plus grande, pas seulement l'individu, mais aussi les groupes d'individus et les communautés ont les normes, les cultures et elles doivent être considérées, inclus dans des stratégies dans la planification. Et puis finalement, tout ça est affecté par une culture nationale plus large, la politique publique. Je pense que vous connaissez les quelques dilemmes aux États-Unis par rapport à l'environnement politique complexe, difficile au niveau de l'immunisation qui a été politisée. Et puis, la politique publique passe par les différents niveaux. Diapo suivante. Il y a plusieurs stratégies et je pense que vous avez vu ça dans ce qu'on a présenté tantôt, mais un exemple, c'est la création d'équipes d'action communautaire, des événements communautaires, les efforts pour influencer les normes sociales, l'engagement des influenceurs, des leaders communautaires et des messages de confiance, la coordination à travers les organisations et institutions communautaires. Et à moins que vous ne puissiez inculquer une culture de communication, il y a la concurrence. Et puis en Afrique, nous avons besoin de bonnes politiques. Ces principes ou stratégies sont clés pour tout le travail lié à l'utilisation de l'immunisation des vaccins. Je voudrais donc juste prendre quelques minutes pour vous parler de mon projet où j'ai travaillé avec les réfugiés à Atlanta, Georgia, et je vais terminer ça. Et je vais vous dire que, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le monde des réfugiés très bien, des migrants, les réfugiés prennent un statut spécial aux États-Unis. Parce que si quelqu'un doit déménager, être délocalisé aux États-Unis, c'est un programme qui a connu beaucoup de succès au fil des années, que Donald Trump a presque terminé, a arrêté, mais Biden, quand Biden est entré au pouvoir, cela a recommencé. Donc, les communautés en dehors de l'Atlanta, Georgia, sud-est des États-Unis, c'est parmi la communauté la plus grande des réfugiés aux États-Unis. Island off of New York. Normalement, c'est une île sur New York où les réfugiés qui entrent aux États-Unis dès le XXe siècle et à cause de sa diversité, c'est parmi les endroits les plus divers aux États-Unis. Et il y a beaucoup de gens qui sont nés à l'étranger, qui habitent cette zone. Et il y a donc un mélange de communautés assez diverses. Donc, pour rentrer aux stratégies communautaires que vous avez vues
tout à l'heure, il y a quelques stratégies ou principes clés. Donc, écouter les membres de la communauté, c'est top de la liste pour justement établir la confiance. Nous l'avons fait très bien, je pense. On a travaillé avec les messagères de confiance, mais il y a des ressources qui ont été introduites, utilisées. Donc, il y a des agences de délocalisation de réfugiés pour aider ces réfugiés, pour les réinstaller, qui aident pendant les catastrophes naturelles comme il y a des tremblements de terre, il y a des départements de santé, des écoles, des employeurs. Tous ces gens jouent un rôle. Ce sont juste quelques images des événements d'écoles basés dans les écoles pour les petits. Ça s'appelle les super-héros. Et cela a connu une réussite. Les parents amenaient leurs enfants et à part ce biais, on a pu donc vacciner des milliers et des milliers. Donc les institutions, comment faire de sorte que ces institutions soient des endroits amusantes pour la vaccination. Et ça, c'est juste, c'est pour vous montrer le thème. L'autre partie de notre travail, on a engagé les ambassadeurs communautaires. On a recruté et payé les individus des plus grandes populations, par exemple les Birmans, les Congolais, les gens du Moyen-Orient, les Afghans, les Soudanais, les Afro-Américains, pour travailler en tant que des messagères, pour travailler au niveau communautaire. On a aussi donné les fonds aux petites organisations à but non lucratif. Tout récemment, on a eu une session d'écoute, une session communautaire d'écoute pour rassembler les populations pour qu'on puisse écouter leurs préoccupations. Ce sont juste les ambassadeurs qu'on a recrutés pour représenter les communautés. Et parmi les communautés les plus grandes, les communautés réfugiées, et ce sont les individus de ces mêmes communautés très engagés au niveau de la vulgarisation. Le défi, je pense que vous avez déjà entendu, c'est qu'il y a beaucoup de mésinformations ou désinformations des réfugiés parce qu'il y a beaucoup d'individus qui sapent les efforts liés à l'immunisation. L'un des problèmes que nous avons au niveau communautaire, c'est que nous avons les travailleurs de première ligne qui n'ont pas vraiment les moyens pour arriver à ces sites de vaccination, des paiements bas, quelques centres, établissements de santé qui n'ont pas les mêmes opportunités. Donc, on doit planifier et élaborer des messages simples. Je vais terminer avec nos résultats. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a examiné l'utilisation des vaccins au niveau ou auprès des départements étatiques et on a utilisé ce qu'on appelle l'indice de vulnérabilité sociale. Et ça, c'est une méthode que le CDC a
développé, c'est une métrique qui classe les communautés. 0, c'est moins vulnérable. Donc, type de logement, statut, la langue, et ça, c'est référencé avec l'utilisation de vaccins pour notre communauté réfugiée. Je vais vous montrer les résultats dans la diapo suivante. Ce qu'on a constaté, les lignes en bleu, c'est partiellement vacciné, les rouges, vaccinés entièrement. Donc, la ligne rouge à Clarkston, vous voyez, Clarkston a une vulnérabilité sociale de 0,92, c'est-à-dire ils sont très vulnérables, mais aussi si vous faites la comparaison de Clarkson avec les autres endroits, County par exemple, là où on se trouve, leur taux de vaccination c'était 47, Clarkson plus de 60, 66. Et les taux de vaccination à Clarkson étaient beaucoup plus élevés que dans le comté où on se trouve. Et donc, pour moi, mon message pour vous, c'est qu'en utilisant un modèle socio-écologique, en engageant les leaders communautaires et les ambassadeurs locaux, en engageant donc les atouts que vous avez au niveau communautaire. Les communautés les plus vulnérables peuvent avoir des taux de vaccination plus élevés que même tout l'État, les autres localités et dans le même État. Donc, je voudrais encourager surtout les communautés vulnérables en engageant les bons gens. Vous pouvez donc avoir de bons résultats. Merci. Ça, c'est Rosalie. Je suis assistant professeur à University of New York. Je vais vous parler des relations sociales pour promouvoir la demande de vaccins. Et nous développons des interventions pour activer et pour s'assurer qu'il y ait de bonnes communications entre les travailleurs de santé et les clients. Les maladies sont répandues à travers les réseaux sociaux. Les gens parlent de leurs réflexions, leurs réseaux, leurs familles, amis, d'autres patients, d'autres gens dans leurs réseaux sociaux. Nous savons que donc les nouvelles qui ne sont pas donc vérifiées, les réseaux sociaux, on peut les utiliser comme intervention pour propager les réflexions. Il y a les leaders locaux qui sont une intervention efficace pour l'amélioration des comportements sur la prise en charge. Parce qu'ils ils sont confiants au niveau de leurs leaders. Quelles sont ces personnes de confiance? Les leaders communautaires, quelqu'un qui, par exemple, un travailleur de la santé, et les patients dans différentes études Sophie à leur médecin quand ils cherchent des services d'immunisation. Donc, ce sont des messagères de confiance. Et dans le plus grand contexte, les patients parlent avec leurs proches, les leaders d'opinion, etc., etc. Donc, il y a des réseaux personnels et professionnels et des pairs. Donc, l'influence va au-delà des conversations entre des travailleurs de santé et leurs patients. Dans dans un petit sondage, les gens avec qui ils avaient parlé
sur le la vaccination du COVID-19. 63 personnes ont participé dans cette enquête et on a parlé à plus de 600. Ces patients savaient ou connaissaient plus de 500 autres personnes, patients. Donc, toute intervention pour un petit groupe, même pour un petit groupe, ça pourrait aller au-delà des gens qui participent. L'initiative d'immunisation rurale dans le but d'avoir une meilleure communication avec leurs membres du réseau et les clients. C'était basé sur 4 piliers: la capacité, les conversations avec les patients, améliorer leur confiance, la convenance au niveau d'obtention des vaccins, mais aussi les relations sociales pour promouvoir et élargir la sphère des conversations qui se passent dans le contexte des clients et des messagères de confiance. Et les interventions basées sur la performance, changer les ateliers, changer les conversations à travers Zoom, mais vous pouvez aussi trouver à travers Zoom des vidéos. Ce sont des interventions pour engager les participants à avoir des meilleures communications et faire démarrer les conversations sur surtout la vaccination. C'est basé sur la théorie de motivation. Les gens ont besoin d'autonomie et le comportement qu'ils vont adopter. Donc, ils sont motivés pour changer leur comportement. Et c'est une méthode basée sur la performance pour autonomiser les communautés opprimées, mais aussi les outils pour le changement social. On a adapté le processus au niveau des vaccins du COVID-19. Donc, c'est une méthode. On commence par les conversations entre la patient frileux et son médecin. Le médecin n'utilise pas les meilleures méthodes pour convaincre de son patient. Et puis, donc, il passe à ces conversations petit à petit. Il change le scénario et il développe les thèmes pour les grossesses, les enfants, les adultes. Nous avons aussi accompagné ces approches autonomisées avec les documents pour aider les travailleurs de santé quand les patients, quand ils consultaient, et les médecins consultaient avec leurs patients. Donc, les patients peuvent utiliser leur smartphone pour rentrer dans le CVC ou les ressources de l'OMS sur des ressources importantes sur le patient, la maladie, la vaccination. Jusqu'ici, on a organisé 16 ateliers impliquant plus de 133 messagères de confiance. Donc, après les ateliers, les patients se sentaient plus confiants pour avoir des conversations avec d'autres personnes. Et ces 133 personnes, ils ont partagé les matériels de l'atelier avec plus de 500 collègues. Et comme vous voyez, les interventions qu'ils ont initiées ont été propagées très rapidement et à travers leurs réseaux sociaux. Et pour récapituler, c'est un mécanisme important pour changer le comportement. On a parlé aussi aux prestataires de services sur la vaccination. Les gens se sont parlé et il y a la cascade de l'influence sociale qui pourrait être activée
Et il faut améliorer la capacité, la confiance, la convenance et le contagion, c'est-à-dire le processus social et l'hésitation à se faire vacciner est potentiellement efficace pour aborder la capacité et la confiance. Et nous savons aussi que l'impact va au-delà des participants immédiats pour que les gens puissent partager ces idées, donc ayant ainsi un impact plus large.